Alors merci à tous. Donc, on va faire cette petite édition de Web on Fire pour DevFest Nantes en 45 minutes. On va essayer de garder un petit peu des questions pour la fin. Alors, déjà, qui d'entre vous voit ce que signifie peut-être ce terme Fire, en dehors de ce qu'il y avait juste marqué dans l'abstract? Ok, strictement personne, merci beaucoup. Donc justement, c'est pour ça que je vais faire une petite introduction sur ce thème-là. Donc, au départ, on a beaucoup parlé des Progressive Web Apps depuis 4 ans. Il y a un petit débat autour de est-ce que c'est juste un terme introduit par Google ou que c'est un terme adopté par d'autres. Typiquement, Apple, etc. ne sont pas très fans du terme. Mais voilà, on le retrouve maintenant sur le MDN, etc. Et c'est un terme donc qui est arrivé au départ pour bien montrer aux gens que la web plateforme était capable de faire des applications au même titre que le natif, au même titre qu'Android, Windows, iOS, etc., etc. Et donc, depuis 4 ans, on parle de essentiellement 4 technologies, même 3 au final, quand on parle des Progressive Web Apps. On va parler du manifest et du service worker, on va parler de push notification. Donc, au final, il y a beaucoup d'autres évolutions qui sont apparues. Sauf que, généralement, quand on entend le terme Progressive Web App, ça a fait son office, ça permet de dire aux gens, ben, ce n'est pas un automatisme d'aller sur du natif quand vous voulez faire une application. Sauf que, ben, y a eu plein d'évolutions. Et quand on parle généralement de Progressive Web App, entre développeurs, on rate le sujet. On rate le fait que ce n'est pas juste le fait d'installer une web app sur le natif. Ce n'est pas juste le add to home screen. C'est aussi plein d'autres patterns. Au final, les Progressive Web Apps, on peut le voir comme un design pattern, comme un ensemble de bonnes pratiques pour donner une bonne web app. Alors justement, ces 4 grands principes, ces 4 grands piliers qui font une bonne web app, on les retrouve sous ce terme-là, Fire, ce moyen mémotechnique, dont Fast, Integrated, Reliable, Engaging. Et donc, on va permettre d'avoir une application qui va être rapide, qui va se charger rapidement et qui ne va pas avoir des animations qui vont ralentir tout dans tous les sens et donner une mauvaise UX, mieux intégrée dans le système, donc que ce soit fluide, qu'on ne voit pas presque qu'on est sur une web app, qu'on ne fasse pas la distinction avec une application native, typiquement qu'on puisse utiliser les bonnes web API, etc., pour avoir les mêmes capacités que si on faisait du développement natif. Reliable, donc la fiabilité, ça va être essentiellement d'avoir une application qui continue à bien fonctionner, même avec une très mauvaise connexion. Et l'engagement, ben, c'est juste le fait de donner l'envie à vos utilisateurs d'utiliser votre web app. Donc, ça passe essentiellement par l'UX, mais quand on va donner un cours sur les Progressive Web Apps, etc., généralement, on va essentiellement parler de réengagement via les push notifications, donc qui nous permettent de donner des notifications et de donner envie à l'utilisateur de réutiliser l'application. Voilà. Donc, au final, voilà, ça fait un petit moment que je parle de ce sujet-là et que je me suis un petit peu lassé de toujours venir sur les 4 mêmes technos et d'un petit peu tourner en rond. Ces 4 piliers-là, au final, c'est les piliers de n'importe quelle bonne web app. Quand on pense Progressive Web App, on pense Installable Web App au final. Hein. On pense juste au Add to Home Screen. Mais si vous allez faire une web application, il y a énormément de choses depuis 4 ans qui sont arrivées ou qui sont en train d'arriver et qui vont vous permettre de donner une meilleure expérience utilisateur, d'avoir une application qui va être plus satisfaisante pour l'utilisateur. Et c'est ça, en fait, ces 4 axes auxquels vous devez constamment réfléchir quand vous faites votre veille sur les dernières technos qui arrivent. On ne fait pas l'utilisation du dernier draft de tel standard, etc., juste pour ajouter la techno. Ça, on l'entend souvent, mais des fois, ça a du mal à rentrer, parce qu'on aime toujours jouer avec les tout derniers joujoux qu'on nous a apportés. Donc, ce que je vais vous montrer là, dans la partie suivante, c'est des drafts. C'est des choses qui sont progressivement en train d'apparaître. Il y a souvent des drafts qui sont abandonnés ou qui sont bloqués à un stade de développement parce que ça ne solutionnait pas forcément le problème qui était identifié à la base ou que ça soulève plus de problèmes que ça n'en solutionne. Vous pouvez par exemple penser aux HTML imports, pour ceux qui suivent un petit peu le truc. Mais avant ça, donc, comment on va faire notre veille et surtout comment le web évolue. Bon, ce gros logo, tout le monde le connaît. Oui, voilà. Et puis, de toute façon, c'est un petit peu bizarre de poser la question.
Le nom est dans le logo, hein, le World Wide Web Consortium, le W3C. Donc, pour faire un petit peu l'historique très rapidement, ça fait maintenant 30 ans que ça existe. Hein. Le W3C, il faut savoir que sa particularité, contrairement à plein d'autres organisations, ce n'est pas une organisation à but non lucratif. Son business model, ça va être de permettre à des entreprises de payer pour pouvoir faire partie du process de décision. Et dans ces entreprises, on a tout. On a une université à Lyon, par exemple, aussi bien qu'on a Netflix. Voilà. Et du coup, on a plein d'acteurs avec plein d'intérêts différents. Alors ça a fait son office pendant un certain temps, mais arrivé sur XHTML versus HTML, on est arrivé à une grosse problématique, c'est que on voyait plus trop les personnes directement concernées par le standard dans le processus de décision. Et il a commencé à avoir une inquiétude. Quand je dis les personnes directement concernées, c'est ceux qui vont devoir intégrer le standard, donc ceux qui fabriquent des browsers, hein, et ceux qui vont utiliser ces évolutions, donc nous, développeurs. Donc, pour réagir un petit peu à ça, c'est créé le... Alors là, pour le coup, c'est pas marqué dans le nom. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce logo? Personne non plus? Ouais? C'est ça. Alors, ça se prononce de plein de manières différentes. WhatWig, WhatWG, Web Working Group, etc. Je vais des fois changer un petit peu la prononciation pendant le talk. Hein. Ça m'arrive d'avoir une petite schizophrénie interne. Donc, généralement, je vais dire WhatWig. Donc, le WhatWig, organisation à but non lucratif, qui a été créée sur l'initiative des intégrateurs. Quand je vais dire intégrateur, hein, ce n'est pas le métier d'intégrateur, hein, c'est ceux qui font les browsers. Okay, donc, par Chrome, Mozilla et les autres. Donc ici, on est véritablement sur une approche de dire on va faire évoluer la web plateforme de la même manière qu'on va faire évoluer un projet open source. Donc au départ, évidemment, c'est fait essentiellement avec mailing list et IRC. Maintenant, c'est quasiment tout sur GitHub. Et donc c'est ouvert à tous. Ceux qui font les browsers sont très impliqués dans l'évolution de la web plateforme. Donc si vous allez un petit peu voir les issues, etc., toutes les discussions, vous allez voir que c'est essentiellement des gens qui travaillent à intégrer ça dans les browsers, mais n'importe qui peut y contribuer. Alors, ce n'est pas forcément simple, et surtout, allez pas sur une issue à juste donner votre avis comme ça sans connaître le contexte. Il faut savoir que des fois, une API qu'on va avoir l'impression qu'elle est totalement désagréable à utiliser, etc., il y a un contexte, il y a un sens. Allez lire les discussions qui sont à l'origine de ces standards-là. Et au bout d'un moment, vous pourrez un petit peu donner votre avis et donner des orientations. C'est très important, en fait, justement, dans tout ce processus-là, de savoir ce que nous, développeurs, on veut. Qu'est-ce qui va nous aider ou qu'est-ce qui ne va pas nous aider? Parce que, on le sait tous, hein, quand on crée un projet, des fois, on a notre orientation parce qu'on connaît bien le projet, etc. Et on peut avoir tendance à oublier un petit peu l'utilisateur. Donc c'est pour ça que, pour la web plateforme ou pour n'importe quel projet, il faut toujours avoir l'utilisateur dans le process de décision, et là, on parle bien du développeur et non pas celui qui va utiliser votre application. Ça, c'est vous quand vous allez faire votre web app. Vous allez devoir vous soucier de votre utilisateur. Et donc, voilà, le WhatWig, il s'est mis un petit peu en opposition, en guerre au W3C au départ. Il faut savoir que récemment, heureusement, en mai, je crois, la hache de guerre a été enterrée et que le W3C a acté que la standardisation du DOM et du HTML se ferait dans le cadre du WhatWG. Donc le W3C, lui, arrive en fin de phase sur tout ce processus-là, et le working group qui correspond également va aider dans ce processus-là. Mais ça reste un standard qui est totalement axé sur les browsers et les développeurs. Et donc le W3C, avant même d'enterrer la hache de guerre, a commencé à s'inspirer de ce qui se passe dans le WhatWig parce que ça marche bien, tout bêtement. Donc les WICG ont été créés, donc c'est grosso modo le W3C qui fait comme le WhatWig pour les autres standards. D'accord? Donc tout sur GitHub, processus de décision ouvert, avec tout le monde intégré, etc. Donc tout ça, ça marche très bien, et on a en plus ECMA qui standardise l'ECMAScript, hein, donc le JavaScript pour le non commercial, via le TC39. La grande différence étant que l'HTML n'est pas standardisé comme un langage, il est standardisé de la même manière que tous les autres, hein, les Web API et le DOM, tandis que l'ECMAScript, il y a une question de versionning. Quand on standardise un langage, il y a une question de versionning. Donc on sait maintenant que voilà, il y a cette évolution qui se fait constamment et que tous les ans, on va avoir une nouvelle version et on passe par les 4 différents stades. Et donc, dans ce processus-là, bien entendu, on a
les 3 grands browsers. J'ai fait exprès de mettre les logos différents. Pareil, j'aime bien jouer au petit jeu des logos avec mon public. Alors, ces logos-là, qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les logos que vous avez l'habitude de voir chez les utilisateurs? Tout le monde en même temps, c'est super pratique. Il y a une main qui se lève? Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les versions d'essai. Donc Canary pour Chrome et Beta pour Firefox. WebKit, bah, c'est WebKit. Voilà. Donc, justement, je vous ai dit, maintenant, ça fait un moment déjà, hein, grâce au WhatWig et au WICG, les browsers sont bien intégrés dans le processus de décision. Mais ils n'ont pas la même approche des standards. J'aime bien généralement dire que Chrome va avoir tendance à être l'alpha de la web plateforme. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des drafts qui commencent à peine à être écrits, etc. Chrome va commencer déjà directement à les intégrer. Donc vous avez tout d'abord, quand c'est en développement, au bout d'un moment, ça va être activé derrière un flag. Et au bout d'un moment, là, cette première expérimentation a été satisfaisante et ça va être activé derrière le flag expérimental. Jusqu'à ce que les feedbacks qu'il y ait sur cette fonctionnalité soient satisfaisants et qu'il y ait un consensus qui soit fait essentiellement avec Mozilla et WebKit. Et donc là, ça peut arriver dans une version finale, avant même que le standard soit fini. Mozilla, ça ne va pas être la même approche. Ils vont plutôt avoir tendance à attendre qu'il y ait le consensus bien finalisé. D'accord? Donc la bêta, c'est plus, on va dire, la RC de la web plateforme. La bêta de Firefox, c'est plus la RC de la web plateforme. Donc vous avez quelques fonctionnalités qui arrivent avant la finalisation des drafts, mais voilà, vous n'avez pas les choses les plus expérimentales, etc. WebKit, leur grand apport dans tout ce processus-là, c'est que généralement, il y a beaucoup de gens, quand ils contribuent à WebKit, ils connaissent très très bien le système. Typiquement, hein, macOS X, iOS. Et donc, ils vont apporter leur connaissance là-dessus pour dire, ah ben peut-être pour des soucis d'optimisation de performance, etc., vous n'avez pas pensé à telle contrainte du système en dessous. Voilà. Et évidemment, quand je dis typiquement macOS et iOS, c'est pas qu'eux, hein, ils connaissent les autres systèmes également. Donc voilà, ça va être la force de ces 3 grands acteurs. Donc, maintenant, on va commencer à pouvoir parler du fond du sujet. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est chaud en ce moment sur la web plateforme? Donc, on va aller progressivement du plus stable au plus expérimentable, à des fonctionnalités, des recommandations que je vous invite à appliquer dès demain, et à des trucs où je vous invite à surtout pas faire ça dans votre projet. Voilà, comme je vous ai dit, les drafts, quand c'est en processus de standardisation dès le départ, au tout début, on n'a aucune garantie que ça va arriver à la fin. Donc, généralement, on ne va pas s'amuser à intégrer ça dans le projet ou alors juste de manière expérimentale. C'est bien de se donner une piste, de se dire « Ah ben, j'ai expérimenté tel draft, du coup, je sais que ça, c'est potentiellement une orientation de la web plateforme. Et peut-être telle librairie, tel polyfill, au bout d'un moment, va me permettre de solutionner ce problème où il nous a fallu se tirer les cheveux pour résoudre ça. » Donc, première orientation où là, c'est certain, c'est une orientation qui est déjà prise par la web plateforme et qui va continuer. C'est le fait d'avoir des web apps qui vont mieux s'intégrer dans le système. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Au tout départ, la première chose qui est arrivée avec les manifestes, donc pour le contexte, hein, le fait de pouvoir installer une web app add to home screen, ça va passer par le fait d'avoir un manifeste qui lui-même nécessite d'avoir un service worker, et ça va vous permettre de l'ouvrir comme une application. Et donc, première chose qui a été faite dans Chrome, c'est le fait de, dès qu'on identifie qu'une web app est installable, on va afficher cette mini infobar. Donc ça, c'était très bien comme expérimentation au départ, parce qu'il y avait très peu de gens qui avaient mis des manifestes sur leur web app. Mais maintenant qu'il y en a, je ne sais pas votre sensation vous-même, mais maintenant qu'il y en a un petit peu partout, ça commence à être relou. Je dis ça, si vous allez chercher ma présentation, il y a la mini infobar dedans, hein, il reste du développement à faire. Mais voilà, c'est purement expérimental. C'était pas purement expérimental, c'était une expérimentation du X au départ, voilà, pour vraiment pousser tout le monde à savoir ce que c'était, pousser le grand public à savoir ce que c'était, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui va disparaître. Alors ça fait un moment qu'on dit que ça va disparaître, il n'y a toujours pas de roadmap là-dessus, mais voilà, il faut se préparer au fait que ce soit plus là. Et donc si ça c'est plus là, si on prévoit rien, c'est bien beau d'avoir un manifeste, mais on ne va plus pouvoir installer la web app. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, l'approche
qui est prise, c'est tout d'abord, dès aujourd'hui, pour se préparer à plus avoir cette mini infobar, de faire un prevent default sur le before install prompt. Ça va empêcher la mini infobar de s'afficher. Ça doit être un automatisme. Mais derrière, évidemment, il faut en plus avoir d'autres interfaces. L'approche actuelle, c'est d'avoir un bouton qui se rajoute directement dans le browser. D'accord ? Donc là, c'est moins violent pour l'utilisateur, sauf qu'il y a un problème. Demandez un petit peu autour de vous, tous ceux qui sont juste utilisateurs de la web plateforme, le grand public qui ne travaille pas dans le secteur, qu'est-ce que c'est d'installer une web app ? Silence radio. Cette mini infobar, à chaque fois qu'elle apparaît, elle m'ennuie juste, donc je l'arrête. Parce que, de toute façon, c'est comme la géolocalisation, c'est comme tout le reste, c'est juste des choses, comme la RGPD, c'est juste des choses pour m'embêter. Donc ça, c'est bien joli, mais ça sera véritablement utile quand tous les utilisateurs seront familiers de la chose, auront accepté dans leur esprit que la web plateforme, c'est aussi une plateforme d'application. Et typiquement, c'est, on va dire, le porte-étendard, la première arme pour aller contrecarrer l'avancée du natif. Voilà, c'est un petit peu cette guerre-là qui est en dessous, d'être plus sur une plateforme qui est standardisée, qui est ouverte, etc., plutôt que sur quelque chose qui est fermé. Donc voilà, c'est un petit peu cette guerre-là qui est en dessous. Donc voilà, ça c'est bien joli, mais le grand public ne connaît pas trop. L'approche de Firefox, alors, je n'ai pas précisé, bien entendu, ça, c'est sur desktop, Chrome Desktop. Sur le mobile, ça prend beaucoup de temps, parce que l'espace est plus restreint, parce qu'il faut mieux réfléchir à l'UX, etc. L'issue est ouverte depuis un moment, et ça va vraiment prendre du temps avant que ce genre de truc arrive sur mobile. Sur Firefox, c'est l'inverse. Firefox Desktop l'a pas, Firefox Mobile l'a. Et ce qui se rajoute en plus, c'est... Alors, ça peut faire peur, la première fois qu'on va arriver sur une web app, on a la grosse info, ceci est installable, ça va te servir à ça. Heureusement, ça ne s'affiche pas à chaque fois qu'on va sur une web app, ça s'affiche juste les premières fois. Et ça, c'est un bon moyen, transitoire, pour évangéliser ça un petit peu auprès du grand public. Donc on a ce bouton en haut, et la première fois qu'on va le voir apparaître, on va avoir cette petite information. Donc, maintenant qu'on sait que ce bouton-là, vos utilisateurs ne vont pas le connaître et qu'on n'a plus la mini infobar, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut respecter certains patterns d'UX pour donner envie à votre utilisateur d'installer l'application. Et ça va passer par quoi ? Ça va passer par votre interface. Vous mettez l'information dans un contexte où l'utilisateur sait pourquoi ça va lui apporter un avantage. De la même manière que tout le reste, à chaque fois qu'on demande une autorisation à l'utilisateur, il faut qu'il sache pourquoi. C'est pour ce genre de raison aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui désactivent par défaut la géolocalisation et les notifications sur leur browser, parce qu'ils en ont marre de voir popper cette demande d'autorisation tout le temps. Donc ça, on donne une très mauvaise habitude au grand public et on va se couper de véritablement l'utilisation de ce genre de choses. Donc c'est très important dès le départ de se soucier de l'UX. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Pour information, je vous donnerai mes notes à la fin, qui sont essentiellement des liens. Pour aller approfondir tout ça, ces images sont issues directement d'un article qui vous donne les meilleurs patterns là-dessus. Simplement, très rapidement, on va avoir l'intégration de ce bouton dans le cadre global de notre app. Donc ça, c'est quand véritablement on a quelque chose de très orienté web app installable et qu'on veut avoir cette information partout. On le donne avec une information contextuelle qui donne bien envie de l'installer. Encore mieux, on va l'inclure dans le flow de l'utilisateur. Alors il peut y avoir différents exemples là-dessus. Vous avez une web app qui est orientée contenu, par exemple un blog, etc. Ça peut être pas mal au bout du 3e, 4e article listé d'aller afficher. Vous pouvez l'installer pour avoir les notifications, etc. Plein d'autres choses. Ça peut être quand vous faites l'authentification, à un certain moment de l'authentification, on va dire... a priori, si tu veux t'authentifier, c'est que tu as déjà une certaine fidélité par rapport à ma web app. Donc, ça peut être intéressant pour toi de l'installer, etc., etc. Et enfin, on va avoir quelques patterns un petit peu spéciaux. Typiquement, celui que j'aime bien donner en exemple, c'est celui des jeux vidéo. Parce que oui, on fait de plus en plus de jeux vidéo sur la web plateforme. Et typiquement, on ne fait pas des Call of Duty, on fait des mini-jeux très très simples où une partie va se passer en quelques secondes, minutes grand max. Et donc, comme on a un game over qui arrive très rapidement, ou un success, ça dépend comment on a orienté le gaming, c'est parfaitement l'endroit où afficher un message. Tu veux rejouer ?
bah vas-y, installe, et comme ça tu l'auras tout le temps, et ça fonctionnera hors ligne, etc., etc. Alors, évidemment, ça, je vous ai fait en introduction que le côté PWA, c'était un petit peu lassant et qu'il ne fallait pas le réduire aux installables. Bah, il y a plein d'autres choses hein, sur la partie intégration que ce côté-là. Malheureusement, en 50 minutes, je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais il faut savoir qu'il y a plein de Web API qui sont en train d'être expérimentés, d'arriver, et que Chrome, typiquement, pousse beaucoup là-dessus, hein, et a mis tout un process en place. Alors, vous allez sur les communications de Chrome, vous retrouvez ce graphique-là, vous fouillez un petit peu, c'est le WICG. Donc, en fait, je vous ai dit, hein, Wattwig, maintenant, HTML et DOM, donc il faut savoir que tout le reste est dans le WICG, et c'est typiquement tout ce qui est Web API, ça va se passer là-dedans. Donc en fait, la seule véritable addition par rapport au processus du WICG, c'est le fait que maintenant, vous pouvez ouvrir une issue pour Chrome, pour dire je suis en train de faire cette web app et j'ai pas telle capacité et ça m'oblige à faire du natif. Voilà. Et donc, il y a des documents de suivi, il y a tout ça pour s'assurer que rapidement, il n'y ait plus de raison d'aller sur le natif quand on veut faire une application. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas croire hein, que Chrome fait les trucs dans son coin, tout ça, tout ce process-là, écrire un explainer, faire les specs, etc. Tout ça, ça se passe dans le WCG et vous pouvez y contribuer, etc. Deuxième orientation, là on va commencer à aller sur des choses un petit peu plus expérimentales. Mais pas trop, ça va, on peut commencer à le mettre dans nos projets. Donc ça va être un web qui va être plus adapté aux préférences de l'utilisateur, qui va mieux s'adapter à ce que l'utilisateur veut. Et typiquement, ça va passer par les Media Queries Level 5. Qui a déjà vu les Media Queries Level 5? Levez bien la main. Ok, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage, ça ne me permet pas de troller ensuite sur la partie qui a lu les specs. J'imagine, voilà, là, c'est même pas la peine de lever la main. Alors, lisez les specs, c'est pas aussi horrible que ça en a l'air. Typiquement, lire les Media Queries Level 5, c'est un bon point de départ, parce que l'avantage, c'est que le Level 4 n'est pas encore standardisé. Donc du coup, dans le Level 5, on n'a véritablement que les nouveautés. Alors, il n'est pas encore standardisé, hein, le draft date de 2017, c'est juste que le W3C n'a pas mis son tampon à la fin, hein, et qu'il reste quelques petites choses à finaliser, mais voilà, le level 4, c'est juste des questions de pointeur, on peut l'utiliser dès aujourd'hui. Et donc, le level 5 aussi. Alors, première partie, le côté faire un dark mode. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. C'est extrêmement important aujourd'hui de se soucier d'avoir un dark mode, non pas dans l'aspect ouais parce que c'est fashion et parce que c'est cool, mais parce que, et ça va être la constante sur toute cette partie-là, ça permet aussi à certaines personnes tout simplement d'utiliser votre application. À chaque fois qu'on va parler de préférence, ça va être, un, pour le plus grand public, ça peut être plus cool, deux, c'est indispensable pour certaines personnes. Donc c'est aussi des questions d'accessibilité. Il y a certaines personnes, le noir sur blanc, ça ne marche pas du tout pour eux. Voilà. Et c'est très difficile à lire, etc. Bon, après, de manière générale, il y a plein d'autres avantages. Hein. Sur un écran AMOLED, ça va permettre d'économiser énormément la batterie, ce genre de choses. Et donc, tout ce qui va être Media Queries Level 5, ça va se baser sur les préférences qui ont été set par l'utilisateur dans son système, dans son OS, sur les préférences d'accessibilité, justement. Et donc, ici, on va avoir la possibilité d'aller directement savoir si l'utilisateur a renseigné dans son système qu'il préfère par défaut le dark mode. Donc, ça nous permet de passer le cap. On a fait un light mode, on a fait un dark mode, et il y a un bouton et éventuellement un cookie ou une session utilisateur pour enregistrer qu'il préfère ça. Ben là, dès le départ, on lui donne le dark mode parce qu'on sait qu'il préfère ça. Donc, c'est une media query, donc media query avec l'arrobase media, etc. Évitez d'aller charger du CSS qui ne sert à rien pour l'utilisateur. Préférez justement d'aller faire directement ça avec vos links et d'utiliser l'attribut média. Donc là, ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est que vous allez charger soit dark.css, soit light.css, d'accord, ce qui va correspondre au dark mode ou au light mode, en fonction de la préférence de l'utilisateur. Si là, c'était aucune préférence, ben là, par défaut, ça va être le light.css. Et ensuite, vous chargez le générique. Okay. Donc là, hein, alors il faut savoir que les Media Queries Level 5, c'est quasiment que des Media Queries discrètes, hein, donc qui vont avoir des valeurs
Là, par exemple, dark, light, nos préférences. Voilà, avec un mot-clé à chaque fois. Ah, je ne suis pas le seul à être enrhumé, merci. Donc, deuxième bonne pratique, hein, utiliser les variables. Ah, maintenant, ça va, c'est assez bien supporté dans les browsers. Alors, là, je parle des dernières innovations, hein, comme assez souvent dans mes talks. Donc, quand je dis assez bien supporté, moi, j'ai oublié Internet Explorer depuis longtemps. Hein. C'est un troll, il y a plein de manières de résoudre ça, bien entendu. Quand on fait des standards, on s'efforce d'avoir les bons polyfills. Et on peut faire du differential serving. Il y a autre talk sur ce sujet-là. Donc, là, typiquement, plutôt que d'aller dupliquer votre code entre dark.css et light.css, c'était juste des variables, et utiliser ces variables dans le fichier CSS global. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder comme recommandation pour n'importe quel CSS, pour n'importe quel media query, hein, même sans le level 5, même pour du responsive, des choses comme ça. Donc, voilà, ça c'est assez bien supporté. Alors, on a le chiffre en bas à 30%. Il y a une petite erreur sur Can I Use. Hein. C'est arrivé sur Chrome Android 76. C'est arrivé sur tous les Chrome 76. Donc là, cette petite case rouge, elle ne fonctionne pas. Et comme énormément d'utilisateurs sur Chrome Android, ça casse le chiffre ici. Hein. Mais il faut savoir, voilà, c'est très très bien supporté. Aujourd'hui, on est au 80%. Donc ça va être avec Prefer Color Scheme. Évidemment, quand ce n'est pas supporté, il faut prévoir un fallback. Pour prévoir ce fallback, c'est assez simple. Vous le faites en JS. Si le média est un not all, vous allez rajouter directement la balise link avec le thème que vous voulez mettre par défaut. Okay, et il va se charger automatiquement en premier. Alors, petite addition, il y a plein de choses par rapport au dark mode. C'est juste pour vous donner des pistes pour la suite, qui ne sont pas que dans les media queries level 5. Et dans les media queries level 5, il n'y a pas que des questions de préférence. C'est essentiellement ça, mais pas que. Typiquement, on a ce color scheme, là pour le coup purement expérimental, qui va vous permettre d'aller un petit peu mieux setter qu'est-ce que va signifier un dark mode. Parce qu'il faut savoir que les user agents, pour faire simple les browsers, quand vous settez un dark mode dans le système, il y a des choses qui se mettent par défaut. Typiquement, à droite, là, vous avez l'interface avec vos inputs directement avec le thème dark. Par défaut, il faut savoir que ça va s'afficher comme ça. Alors que vous attendriez à ce que ça s'affiche comme à gauche, comme dans le thème normal. Color Scheme va vous permettre de dire vos préférences et d'aller, par exemple, faire quelque chose comme ça. Vous êtes en dark mode, mais vous avez seté que les inputs sont light. Ce qui, personnellement, je ne trouve pas super, mais il y a plein d'exemples dans lesquels ce genre de petites préférences peuvent s'appliquer. Évidemment, c'est beaucoup plus général que ça. Deuxième partie, ça va être sur l'animation. Là aussi, extrêmement important pour des questions d'accessibilité, et c'est un petit plus pour certains utilisateurs. Il faut savoir que certaines personnes peuvent avoir le même symptôme que mal des transports en utilisant votre web app. C'est-à-dire nausées, vertiges, etc. Juste parce que vous aurez des animations trop récurrentes, trop rapides. Donc, généralement, ces personnes, elles ont pris l'habitude, pour pouvoir utiliser des applications natives, d'aller mettre dans les paramètres d'accessibilité, je veux réduire l'animation. Et ça, voilà, les applications natives et le système le gèrent très bien. Sauf que sur les web apps, on ne sait pas trop le gérer pour l'instant. Donc, arrive avec le Media Queries Level 5, Prefers Reduce Motion. Alors là, vous avez plus un média dans le CSS, plus qui ressemble à ce que vous avez l'habitude. Donc, pareil, c'est discret. Donc, vous avez juste deux valeurs, Reduce et No Préférences. Donc, typiquement, c'est bien de prendre l'habitude dès maintenant de faire une syntaxe de cette manière-là, voilà, de dire si je veux mettre une animation, je vais la mettre uniquement sur les No Préférences. Alors, petit bémol là-dessus. Les animations, on les met pour quoi essentiellement? Les bonnes animations. On va les mettre pour donner un feedback à l'utilisateur. Typiquement, on va faire une petite animation sur un bouton pour qu'on ne se retrouve pas à dire « ce bouton ne marche pas » et rajouter 20 fois l'article dans mon panier. Voilà. Donc on donne ce feedback pour que l'utilisateur sache ce qui s'est passé. Donc ces animations restent importantes et même quelqu'un qui veut des animations réduites peut en avoir besoin. Simplement, vous les mettez moins longues, vous enlevez toutes les animations qui ne servent à rien. Typiquement, un parallaxe en Reduce Motion, ça, le parallaxe, vous l'enlevez. Donc, ça, c'est évidemment pour les animations CSS. On fait également des animations JS. On va passer directement par un Watch Media. Rien de plus simple. Donc, même chose, du coup. Là, cette fois-ci, il n'y a pas l'erreur. On est sur un support qui est assez satisfaisant. Et bien entendu, avec Edge qui arrive avec la partie Chromium.
et IE qui est toujours à la ramasse. Alors, il y a plein d'autres media queries qui arrivent avec Level 5, hein, pareil. Je vais réduire un petit peu le scope. Allez lire les specs. Voilà. Vous en avez typiquement pour des questions de transparence, pour des questions de contraste. Alors, celui qui peut être intéressant et qui remet cette question-là au goût du jour, vous en avez une scripting pour aller mettre du CSS spécifiquement pour ceux qui n'ont pas activé le JavaScript. Parce que oui, il y en a plein, au final. Et alors celui qui est aussi cool à expérimenter, c'est Light Level, où lui, c'est typiquement par rapport au sensor d'exposition de lumière ambiante, qui va vous permettre de savoir si on est dans une pièce où il n'y a pas trop de lumière, si on est dans une pièce où il y a beaucoup de lumière, etc. Et là, bah, c'est pour tout le monde. Hein. On se retrouve à avoir des CSS qui vont nous permettre d'avoir un thème plus ou moins dark, plus ou moins light, pour que la personne n'ait pas à aller changer la luminosité de son écran à chaque fois qu'elle utilise votre web app. On va finir avec le côté le plus expérimental. Un web plus modulaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Un web plus modulaire, ça passe premièrement par les ES modules. Oui, j'ai commencé à dire le plus expérimental et j'arrive sur un truc qui est très bien supporté par les browsers. Pourquoi je parle de ça? Les ES modules, tout le monde voit ce que c'est? Est-ce que j'ai un nom? Oui, ok. Donc les ES modules, c'est tout simplement le fait d'avoir la possibilité de faire des import-exports dans le JavaScript. Okay, ce n'est pas spécifique à la web plateforme, hein. C'est la même chose avec Node, même si c'est toujours expérimental depuis 3 siècles. Mais donc ça arrive avec ES6, et c'est ce qui va vous permettre de charger dynamiquement du JavaScript, pour faire très simple. Mais là où on se retrouve avec un problème, ça va être quand on va donner des bare specifiers. Donc il faut savoir que sur le standard, pas la peine de lire, hein, j'ai juste pris pour l'animation une note du standard, on a une syntaxe qui est réservée pour le futur. Les specifiers qu'on a à droite, pour dire qu'est-ce qu'on va aller chercher, pour l'instant, il faut que ce soit une URL relative absolue. Okay, bon, évidemment, dans la spec, c'est marqué de manière beaucoup plus complexe que ça, mais en vrai, c'est juste, il faut que ce soit une URL. Et donc, quand on n'a pas un protocole ou un point slash ou un slash devant, bah, pour l'instant, le browser ne sait pas quoi en faire. Donc c'est ça qu'on appelle les bare specifiers. Hein. C'est ceux qu'on utilise typiquement quand on utilise NPM et qu'on veut importer directement librairie depuis notre modules sans se soucier de quel est exactement le fichier à importer derrière, etc. Donc pour l'instant, quand on fait ça dans nos projets, on est obligé d'avoir un builder, on est obligé d'avoir un bundler qui va aller remplacer ça. Il faut savoir qu'il y a différents maintenant outils qui vous permettent, sans avoir à bundler, etc., de juste changer ça au service. Allez voir par exemple OpenWC, qui a plein de projets super cool là-dessus. La solution qui est en cours d'expérimentation, assez avancée tout de même, ça va être d'apporter les import maps. Donc les import maps, c'est quoi? C'est tout simplement une balise script spécifique de type import map dans laquelle on va spécifier ce bare, il va correspondre à telle URL. Ça, on peut y voir plein d'avantages pour le futur. Premièrement, ça va être de mieux gérer les polyfills, de dire, bah, tiens, je vais aller importer, et s'il n'est pas supporté, on va voir par la suite, on va aller charger le polyfill. Et deuxièmement, bah, peut-être d'aller plus sur des CDN, etc., de moins se soucier de toujours embarquer les librairies dans notre projet, et de permettre à certains utilisateurs qui sont allés sur la même version, sur une application qui utilise la même version que de votre librairie, bah, de l'avoir déjà en cache, typiquement. Donc ça va avoir le même effet par rapport à ce qu'on avait ici, que de remplacer directement le bare specifier par l'URL que vous avez spécifié. Voilà. Donc voilà, là il y a un exemple si vous envoyez directement votre note module sans prod. Hein. Bon, c'est pas super opti, mais c'est un exemple. Donc là, on arrive sur des trucs où si vous les cherchez sur Can I Use, ça n'existe même pas. D'accord? Même si vous allez sur le MDN, il faut savoir que maintenant MDN travaille avec Can I Use, il n'y a rien. Okay. Donc là, on va plus sur les Chrome status, regardez où ça en est. Et là, on voit que c'est un origin trial. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure en disant c'est derrière le flag expérimental. L'approche derrière, hein, c'est véritablement de s'assurer d'avoir très peu d'utilisateurs qui se retrouvent face à cette fonctionnalité. Je crois que le plafond est estimé à 5%, quelque chose comme ça. Il faut à vérifier, hein, ne me prenez pas au pied de la lettre. Et donc, d'avoir un maximum de feedback, et une fois qu'on en a assez, de pouvoir le release en version finale. Okay, donc, que vous, développeurs, vous puissiez le mettre dans votre projet en prod. N'allez pas, à moins de faire véritablement une alpha, etc., mettre dans votre application une fonctionnalité qui demande d'aller dans les Chrome Flags et tout. Enfin,
Ça serait vraiment, véritablement contre-productif. Donc là, voilà, c'est arrivé avec Chrome 74, donc assez récent. Et à droite, pareil, quand vous allez sur les Chrome Status, méfiez-vous aussi de cet indice-là. Il faut aller approfondir. Pareil, hein, dans les notes, vous avez plein de liens pour aller approfondir ce sujet-là. Il faut savoir qu'une fois que le travail a été commencé, ça, c'est pas forcément mis à jour. Ça, c'est quoi? C'est les retours des autres browsers. Chrome, je vous dis un petit peu, se veut l'alpha de la web plateforme, donc commence à intégrer des trucs très vite, et après commence à discuter avec les autres. Je simplifie énormément. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Mais donc là, on a le fait, là pour le coup c'est vérifié, c'est vrai, qu'on attend toujours des feedbacks de Chrome, de Edge, de WebKit là-dessus. Et bah, par contre, le feedback des développeurs est très très bon. On le veut, ce truc-là. Donc aujourd'hui, on peut pas véritablement l'utiliser dans le browser. Je vous ai dit, hein, c'est un origin trial. Par contre, on a plein d'outils qui nous permettent d'utiliser ça au build, donc de se préparer à la standardisation. Typiquement, la première chose qui est véritablement intéressante avec ça, c'est le fait d'apporter des built-in modules. Donc, ça, c'est véritablement une innovation, une approche qui peut changer tout sur la web plateforme. Je vous dis au départ la problématique. Quand on amène une problématique sur la web plateforme, sur la standardisation, qu'on dit ça, c'est un problème, la première chose qui vient, c'est est-ce que c'est véritablement la responsabilité du browser? Et souvent, ça amène à dire, au final, ce problème, on ne va pas pouvoir le solutionner, c'est aux librairies de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on charge une page, on doit charger tout ce que fournit le browser avec. Donc, on doit charger beaucoup de choses en mémoire. L'approche des built-in modules, c'est de dire, il y a des choses qui sont dans le browser, qui n'ont pas besoin d'une librairie, mais vous les chargez à la demande. On n'a pas encore la garantie que ça permette en effet d'avoir des meilleures performances. Typiquement, bah, comme je disais, hein, des gens de WebKit, est-ce que des fois ça peut être moins performant de charger quelque chose du système, du disque dur, que du réseau? Voilà, ça peut arriver. Donc voilà, il y a plein de débats là-dessus. Mais non, aujourd'hui, vous pouvez directement expérimenter le premier built-in module, qui est le KV Storage. Pour faire très simple, parce que ce n'est pas le sujet ici, c'est de l'IndexDB avec une meilleure API, parce qu'on sait que IndexDB est super chiant à utiliser. Voilà. C'est un local storage en beaucoup mieux, un IndexDB en beaucoup mieux. Donc voilà, le principe, ça va être à chaque fois de charger à la demande, de prendre juste ce dont on a besoin. Et Chrome amène la discussion là-dessus aujourd'hui. Là, on est véritablement dans les premiers stades de la discussion. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi super intéressant pour les éléments HTML? On a tout l'esprit des custom elements, etc., qui va permettre via des librairies d'étendre l'HTML. Bah, pourquoi pas avoir ce genre de même approche? J'insiste sur le genre 2, parce que ce n'est pas du tout des web components, mais ça y ressemble. Donc, il y en a 3 actuellement que vous pouvez expérimenter dans Chrome. Là, c'est que des trucs en développement. Donc, il n'y a pas de doc, il faut aller lire le draft. Et on n'a aucune garantie que le draft correspond à ce qui a véritablement été intégré dans le browser. Et il faut activer un flag spécifique. Donc là, on a par exemple le virtual scroller. C'est juste une iframe de la démo, là, mais c'est véritablement le virtual scroller. Donc oui, si vous voulez le retester derrière ma présentation, il faut l'avoir dans un Chrome Canary avec les flags activés. Hop. Heureusement, tout ça, c'est polyfill. Donc vous aurez la même chose qui fonctionnera à peu près de la même manière via le polyfill, si vous l'ouvrez avec un Firefox stable ou un Chrome stable. Voilà. Donc voilà, juste un virtual scroller comme on en connaît tous. L'avantage ici, c'est que ça va être directement dans le browser, donc on va juste aller charger le module qui correspond, et derrière, ben, on a ces nouveaux éléments virtual scroller. Donc c'est tout simplement un élément qui va être capable de réagir à l'ajout de children. Donc comment ça se passe? Vous rajoutez des nouveaux children dedans et vous avez un event run change qui va vous permettre de checker si tous les éléments ont été affichés. S'ils ont tous été affichés, bah, peut-être on veut rajouter et encore rajouter. Voilà, le principe d'un virtual scroller. Switch, bah là pour le coup c'est simple à expliquer. Hein. C'est un bouton switch. Voilà. Comme quoi des fois dans le standard on s'embête pour des trucs qui paraissent très 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 simples. Donc c'est juste un petit input en plus. Hein. Voilà. On importe et on a ce nouvel élément STD switch. Vous remarquerez un STD aussi bien dans l'import que sur les éléments. Ça commence à sembler être un standard, pas du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment écrit nulle part, c'est Chrome qui a décidé comme ça. Et enfin, on a la possibilité de mettre des toasts. Alors,
voilà, vous vous doutez bien hein, qu'on est sur comment ça marche techniquement. On n'est pas sur est-ce que ça va être joli ou pas. Donc voilà, on a une interface très très simple, hein, show toast, on peut lui donner la duration. Alors le truc qui est super cool avec ça, c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez le bouton, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer l'inspecteur, hein, mais à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il vous rajoute un élément dans la page. À chaque fois. Donc voilà, c'est totalement nul. Et là, pour le coup, c'est vraiment le plus expérimental. J'ai galéré un petit peu pour trouver. Dans le draft, il y a marqué qu'il y a cette interface-là aussi. Donc on rajoute l'élément directement dans la page, et quand on va appuyer sur le bouton, on va afficher cet élément. Ça ne marche pas. Je n'ai pas trouvé de moyen de le faire marcher jusque-là. Donc à voir comment ça va arriver par la suite. Donc, si on résume un petit peu tout ça. Lisez les standards, même ceux qui sont en cours d'évolution, et expérimentez avec. L'essentiel étant d'essayer d'en tirer des leçons sur comment vous pouvez orienter votre projet dans le futur. Typiquement, l'aspect plus modulaire, ça vous amène à mettre encore plus l'accent sur le fait d'utiliser du HTTP2, etc. Le fait de ne pas faire un gros bundle monolithique, etc. Voilà, ça met encore plus l'accent sur une bonne pratique, normalement qu'on estime assez répandue aujourd'hui, mais que je vois beaucoup, pas assez appliquée dans les projets. Le fait d'être sur les préférences, typiquement le dark mode, vous pouvez commencer à l'intégrer dès maintenant, en sachant que par la suite, même si au final c'est assez supporté aujourd'hui, mais par la suite pour tout le monde, vous allez pouvoir afficher le dark mode par défaut s'il le veut, etc., etc. Donc, orientez votre veille sur le standard plutôt que sur tout le reste. Un petit peu ma recommandation pour conclure tout ça. Il y a évidemment énormément d'évolutions sur le web. Beaucoup sont sur les différentes librairies, etc. C'est important de suivre votre librairie, mais c'est d'autant plus important de suivre ce que la web plateforme va vous apporter dans le futur, peut-être pour se dire « Ah, peut-être que cette fonctionnalité de la librairie, il y a peut-être un débat derrière sur comment ça va s'adapter par rapport à la web plateforme. » Sans faire de troll de React et les web components, typiquement. C'est pas un troll, vraiment. Il y a de gros débats qui prennent du temps, etc. Et voilà, il y en a plein d'autres qui vont suivre là-dessus. Donc, juste pour conclure, quelques ressources. Parce que là, au final, il y a énormément d'informations. Et je suis passé très rapidement là-dessus. Alors, juste, on m'a présenté au départ. Très rapidement, je suis repassé, donc je m'appelle Noël Massé, je suis repassé en freelance récemment. Mais je continue à faire, donc, comme vous le voyez, l'advocacy sur la web plateforme. Donc voilà, si vous avez des projets sympas sur lesquels vous voulez qu'on collabore, n'hésitez pas. Vous avez mon Twitter et mon LinkedIn. Justement, en parlant de Twitter, plutôt que de prendre en photo tous les slides suivants, ça peut être plus simple de directement aller regarder sur Twitter le post que je vais faire dans la journée avec toutes les ressources. Voilà. Par la suite, donc pour des approfondissements, ça arrivera sur DevTo, mais pour les plus impatients, comme je vous ai dit, il y a les notes directement sur le GitHub. Vous avez tout simplement un fichier notes.md. Normalement, je mets un petit peu plus de notes. Je suis plus verbeux. Là, c'est véritablement beaucoup de liens parce qu'il y a énormément d'infos. Et donc, on va avoir 5 minutes pour vos questions. Et pendant ce temps-là, je vous mets le lien vers les slides. Petit aparté, conf.wop.show. C'est la version que je mets à jour en permanence, donc d'ici peu, ça va passer à la version Devoxx Belgium sur 3 heures, etc. Donc si vous voulez garder juste la version qui est ici, c'est devfest nantes-2019.wof.show. Merci beaucoup.